Bonjour. Bonjour, bonjour. Et hop là. Bonjour. Comment ça va? Évidemment, comme d'habitude, des petits problèmes pendant le live. Mais bon, c'est là, tout fonctionnait très bien jusqu'à ce que je branche mon casque qui ne veut plus me mettre la musique dans les oreilles, ce qui est chiant. Mais bon, on fera sans, hein. Pas grave. De votre côté, chez vous, vous avez l'air d'avoir le son. C'est mieux. Bah oui, ça m'emmerde un peu. Mais bon, il n'y a aucune raison, hein. J'ai débranché le micro, rebranché le micro, vérifié dans le J truc là, le J-Hub, débrancher tous les segments du câble, j'ai tout fait là et ça veut pas. Bref, on va faire sans musique, hein, c'est pas grave, ce sera austère pour moi. Mais vous avez tout normalement, sauf sur la VOD, où vous avez juste ma douce voix. Donc voilà, voilà. J'ai dû faire venir la veto pour mon chat de bientôt 8 ans, donc putain. Et puis malheureusement, il avait un petit problème à la patte. Bon, il va bien, hein, il a rien, mais enfin il a rien. Il s'est un peu fait mal à la hanche, mais il a 8 ans quoi. Donc voilà. On lui a donné un sirop et on lui a piqué le cul et puis c'est bon. Il va falloir que je lui donne du sirop pendant une semaine. Et j'avoue que ça. Enfin, la dernière fois que j'ai dû lui donner un sirop, il avait moins d'un an. Il n'a pas du tout aimé. Et j'étais pas doué. En plus. Donc ça n'aidait pas. Et donc comme il était petit et enfin, petit en termes de taille et qu'il savait, enfin, il comprenait facilement quand on allait lui filer le sirop. Un sirop qui n'avait vraiment pas bon goût apparemment. À chaque fois il se planquait mais partout. Et donc enfin, partout sous les tas de meubles imbougeables. Donc c'était horriblement chiant. Donc en fait ce que je faisais c'est que d'abord je le chopais, je le mettais dans une couverture que j'enroulais autour de lui, comme ça il pouvait plus bouger. C'était tout un bordel et j'étais tout seul à ce moment-là, donc je devais faire ça pendant aussi environ une semaine. C'était pas une expérience très agréable, hein. Surtout pour lui, je pense, mais j'arrivais pas à lui donner le sirop autrement, quoi. Donc bon. Là maintenant, il va avoir 8 ans. Il n'a pas exactement la même taille et j'ai plus de couverture adaptée. Donc compliqué. Et du coup, j'ai regardé d'autres, parce que j'étais vraiment pas à l'aise avec l'idée enfin, avec les méthodes pour donner les médocs et les sirops et tout ça au chat. Donc là maintenant, je suis un peu plus à l'aise avec Léo, donc je me dis bon, on va regarder déjà et du coup, je constate qu'il y a, enfin je constate, j'ai pas trouvé en fait de façon pas agressive de soigner son chat quoi. Voilà, le sirop, soit tu le mets dans la bouffe, soit tu lui bourres de force dans la tronche. Bon, enfin, voilà, niveau douceur, on repassera et ça m'emmerde un peu parce qu'il il sait, hein, il est pas con. Et la dernière expérience qu'il a eue avec le sirop, c'était pas sa meilleure, quoi. Donc il veut pas. Et j'ai pas vraiment, moi, à part des croquettes, je lui donne rien, quoi. Donc voilà, quoi. Du coup, enfin, si des morceaux de poulet séché ou des trucs comme ça, mais enfin, globalement, rien d'autre, quoi. Et il a appris à vivre sans, donc je n'ai pas spécialement envie de lui donner ça, tout ce qui est pâté, etc. Donc voilà, pour l'instant il fait sans, mais du coup j'ai rien pour lui mettre dans la bouffe à part ses croquettes, donc voilà. Et du coup c'est emmerdant. Enfin bref, du coup hier j'ai dû le choper il a fallu que il me laissait pas faire quoi, donc j'ai dû l'attraper par le col, le mettre sur la table à mon niveau et lui bourrer un peu le sirop dans la bouche. Ça a duré 30 secondes, mais c'était agréable ni pour lui ni pour moi, quoi. Et malheureusement, le pire, c'est que c'est ce qui est conseillé de faire. Je l'ai fait doucement, hein, je l'ai pas fait comme un gros bourrin, mais enfin voilà, il a fallu le choper.
et lui bourrer le sirop dans la gorge, quoi. Imaginez, on vous introduit c'est pas une seringue parce que c'est pas, y a pas de bout piquant ou quoi, hein, mais un genre de pipette dans la bouche. Enfin, moi, je serais pas super joyeux, quoi. Donc, et malheureusement, c'est la fameuse technique, hein, conseillée pour faire ça. T'attrapes ton chat par le col et tu lui bourres la seringue dans le pif. Bon, c'est super, mais enfin, partout où j'ai regardé des vidéos, des tutos, etc., c'est ce qui est dit. Donc, voilà quoi. Tu t'étonnes que les chats ont peur du vétérinaire. Après, donc ça me saoule un peu. J'aimerais bien trouver une technique un peu moins violente. Mais là, j'ai pas sous la main. Donc voilà, on est parti pour une semaine de ça tous les soirs. Ça va être fun. Enfin bref, du coup, je cherche toujours. C'est pas moyen de trouver des techniques un peu moins violentes, quoi. Parce que. Mais bon. Enfin, sinon, sa patte va bien. Il s'est juste fait un peu mal à la hanche. Il n'y a pas de blessure ou quoi. Il va bien. Donc voilà. Puis de toute façon, là, ces temps-ci, il passe quand même beaucoup de temps à l'intérieur. Donc, il a fait froid, hein, donc voilà. Et puis voilà. Donc il va bien, hein. Il est content. Il dort dans mon lit là. Donc voilà. Mais bon, ouais, du coup, ça me fait un peu chier de pas trouver de méthode plus douce, quoi. Après, c'est un chat, hein, c'est normal qu'il se laisse pas faire, mais ça m'emmerde quand même de devoir vraiment le forcer, l'attraper par le col et tout. Enfin, ouais, c'est violent, quoi. Donc ça m'emmerde. Enfin bref, j'essaie de régler en même temps le problème que j'ai avec mon casque là, mais je trouve pas, hein. Hmm. C'est un peu chiant. Dommage. Bon, et si on commençait? Il y a rien à faire, je vérifie mes paramètres, mais il s'en fout, hein. Je vais mettre merde, j'ai fait une connerie. Scheiße. Bon, ah, d'accord. Bon, bah on commence pas alors. T'as dit. Oui, c'est mieux là. Bon, voilà, j'aurai de toute façon une tranche de double face. Voilà, c'est comme ça. Va falloir faire avec. Essayer de faire un truc un peu plus. Voilà quoi. Je règle mes paramètres, hein, vous inquiétez pas. Paramètres de lumière. Hop. Ok. Ok, ok. Bon, donc on va commencer. Je vais virer ça parce que une fenêtre en trop, ça va faire ramer mon PC. Voilà. Et couper le son du rendu, du retour, parce que ça me casse les. Voilà. Et donc, bah, tant pis pour le son, hein, chez moi, je n'en aurai pas. Ce sera austère sur 20. Donc, d'ailleurs, je m'entends même pas dans mon casque, ce qui est un petit peu casse-couille aussi. Parce que j'adore entendre le son de ma voix et non, c'est parce que ça me permet justement, quand il y a de la musique, de m'entendre et j'essaie de m'habituer en fait à entendre la musique en même temps que je parle. C'est un exercice que les streamers ont l'air de beaucoup faire et j'avoue que je comprends pas, moi, d'entendre. J'entends moi, chez moi, je mets constamment des bruits de fond, donc j'ai l'habitude. Et je parle un peu tout seul, donc ça aussi. Mais là, c'est un niveau encore. Faut que je me concentre sur ce que je suis en train de dire. En plus de ça, j'entends un bruit de fond que j'ai pas envie d'enlever parce que j'aime bien. Et en même temps, il faut que je garde le contrôle de mon PC, que je vous montre pas des trucs à Internet, quoi, et que je fasse gaffe à ce que je vous lis. Tout ça sans perdre le fil, c'est compliqué. Moi, ça me demande beaucoup de concentration. Et, euh, et voilà quoi. Et donc, ouais, c'est compliqué. C'est assez compliqué. Voilà quoi. Et donc, j'essaye de m'habituer un petit peu en mettant le retour de ma voix dans mon casque en même temps que la musique. Et comme ça, je m'entends.
un peu mieux. Parce que j'ai un casque qui m'insonorise, donc voilà. Un casque insonorisé, du coup, j'entends pas trop ce qui se passe autour et j'entends moins ma voix qui, du coup, est atténuée. Donc j'essaie de. Voilà. Mais sauf que, du coup, là, je peux pas. Voilà, j'ai pas le droit. Remarque, il n'y a pas de musique, hein, mais bon, du coup, j'aurais bien voulu continuer à faire ça m'habitue un petit peu. Parce que je remarque depuis que je le fais que bon, je suis exténué, donc forcément, enfin, je suis claqué, quoi. Donc j'ai toujours du mal à me concentrer, mais ça va quand même mieux qu'au début où j'avais. Après, il a fallu que je trouve les bons paramètres pour régler mon son, mais bon. Donc voilà, je vous rappelle que malheureusement, réseau de merde oblige, vous aurez un décalage entre ma voix et la musique et l'image, entre ma voix et l'image. Ça se règle généralement vers une vingtaine de minutes. Donc voilà, sur la rediff éventuellement, voilà, n'hésitez pas à switcher à 20 minutes, 20-30 minutes. Voilà. Et puis pareil sur la fin, généralement, généralement ça se synchronise vers 20-30 minutes. Et puis après, selon s'il y a des gros problèmes de réseau ou pas, parfois ça se désynchronise. En général, non, j'ai l'impression, mais enfin bon. Parfois ça met 10-15 minutes à se remettre. Donc voilà, quand vous avez des problèmes comme ça, skippez 10-15 minutes, mais enfin vous perdrez le merveilleux contenu que je vous propose, bien sûr. Donc voilà quoi. Sachez, sachez, sachez. Bref, yeah. Voilà, voilà. Donc ce sera ça. Et donc enfin là maintenant, on va vraiment commencer pour de vrai. Si, c'est moi qui dis. Donc, je vous rappelle le concept. Oui, le concept n'est pas très compliqué, hein. J'aime bien parler d'espèces bizarres et généralement peu connues si possible. Venez parler. Voilà, si vous voulez venir dire des trucs là, venez. Ça va être marrant. Si vous avez des espèces dont vous voulez parler spécifiquement, quand je dis espèces, je parle de tout, hein. Je veux dire que ce soit des animaux, des plantes, des champignons. Sachez-le, ce ne sont pas des animaux, ce ne sont pas des plantes non plus. Que ce soit des bactéries, que ce soit des espèces éteintes, que ce soit des espèces actuelles, voilà. Venez parler d'un peu tout. Moi, ça me va, je suis joie. Et, et puis voilà. Si vous voulez quand même impacter ma recherche, parce que oui, je parle des espèces, je suis pas une encyclopédie sur pied. Voilà, malheureusement. Donc, je fais des recherches pour savoir de quoi on parle. Et comme je ne sais pas directement de quoi on va parler, généralement, je vais demander à ChatGPT, euh, selon certains critères, quelle espèce peut m'intéresser. Après, il me dit éventuellement fait un résumé de ce qu'il peut me dire dessus. Et moi, après, je fais des recherches parce que ChatGPT, on se sait. Et puis, de manière générale, voilà, ne pas croire tout ce qu'il y a sur Internet. Donc, faites vos recherches vous-même un petit peu. Mais voilà, comme ça, ChatGPT me permet de m'aiguiller. Et puis surtout, quand il s'agit d'espèces méconnues, demander à une bibliothèque qui a plus ou moins toutes les connaissances d'Internet de te filtrer tous les trucs parmi certains critères pour te ressortir une espèce qui t'intéresse, c'est quand même fort pratique. Bon, après, il faut vérifier ce qu'il dit, mais voilà. Donc, je me sers de ChatGPT comme ça. Et comment pouvez-vous impacter le stream si vous n'avez pas d'idée de quoi on peut parler? Je vous invite à utiliser la commande point d'exclamation roue en minuscule, ROUE, qui lance la roue des espèces, qui permettra donc à ChatGPT de me sortir, au bot du chat, de me lancer un sujet aléatoire. Et comme ça, ça nous aiguillera déjà dans les trucs qu'on va demander à ChatGPT. Plutôt que de lui dire donne-moi un truc original et peu connu, on lui dira parle-moi d'une espèce, d'un cétacé par exemple, donc les baleines, avec des capacités cheloues, je sais pas, parce qu'il y en a. Et, euh, et vous inquiétez pas, on trouvera quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une version de ce qu'on connaît qui n'est pas connue en fait, hein. Même dans les espèces très communes, il y a ou il y a eu. Ça c'est sûr. Donc voilà. On a déjà vu des chats sauvages qui avaient les pupilles rondes en permanence. Un pin, l'arbre qui n'est pas un pin. Allez voir la VOD sur YouTube, vous comprendrez. Et des trucs comme ça, des tapirs des montagnes, qui sont des espèces de cochons avec des sabots et une trompe. La saïga, l'antilope saïga, pareil, c'est une antilope avec une trompe. Et deux, trois trucs comme ça. On a aussi vu des méduses immortelles. On a rapidement parlé du homard, mais j'ai pas fait de recherche dessus parce que je sais déjà deux, trois trucs. Et parce que là, c'était dans une conversation avec quelqu'un sur le chat, donc j'avais pas forcément envie de faire des grosses recherches. On a parlé du beluga aussi.
On a parlé déjà de pas mal d'espèces. Je vous invite à aller voir sur YouTube ma chaîne de VOD. Sinon, il y a toujours des rediffs sur Twitch, mais bah forcément, elles seront pas gardées plus de 7 jours. Voilà. Mais sur YouTube, elles resteront. Par contre, il n'y aura pas la musique, mais sur les VOD Twitch, il n'y en aura pas non plus. Hein. Piste 6 oblige. J'ai cru comprendre, enfin, j'ai cru entendre dire que la piste 6 n'allait plus être très utile. J'ai pas compris pourquoi et j'ai pas pensé à chercher. Donc bon, en tout cas pour l'instant elle reste. Puis voilà. Et je verrai bien ce que ça deviendra plus tard ça. Donc voilà. Quoi d'autre? Non voilà. Si vous voulez influencer ma recherche, point d'exclamation roue dans le chat. Et si vous voulez savoir quelles espèces sont déjà passées en live, je vous invite à taper la commande Pokédex, point d'exclamation Pokédex en minuscule et sans accent dans le chat, et vous aurez donc la liste de toutes les espèces qui sont déjà passées. On ne fait pas ça depuis très longtemps, hein, donc il y en a pas 12 000, mais enfin il y en a une grosse quinzaine, je pense déjà. Facile, hein, je vais regarder. Il faut que j'arrive à écrire par contre, sinon on va pas y arriver. Tac. Il y en a actuellement 22. Voilà. Voilà, voilà. Il y a un peu de tout, hein. Je vois du beluga, je vous ai dit, des antilopes, il y a des crabes, des mollusques, des grenouilles, des primates aussi. Donc voilà. Ah, oui. D'accord, mon PC vient de me filer un écran noir, super. Bon, ça va, c'est revenu, mais ce serait bien que tu me fasses pas ça souvent, s'il te plaît. Hein. Sinon, ça va être un petit peu chiant quand même. Alors, et donc voilà. Bah donc je vais vous mettre sur la bonne cam tout de suite et rentrer la commande. Hop. Ça part sur les canidés. Qu'est-ce que c'est un canidé? C'est les chiens. Voilà, c'est tout ce qui ressemble à un chien, c'est tous ces trucs-là. Autre chose, si vous voulez, enfin, si par hasard le bot vous banne ou des trucs comme ça, je vous invite à tenter de trouver des commandes dans le chat par vous-même. J'ai rentré quelques interactions. Voilà. Rien avec des insultes, sinon vous serez ban. Mais voilà, je vous invite à tenter de trouver des moyens de faire réagir le bot, parce que j'en ai mis quelques-uns. Voilà. Voilà. Donc si vous rencontrez des problèmes avec le bot, comme certains de mes followers, voilà, sachez que il y a moyen de l'envoyer se faire foutre. Alors, il y a des fois il fait des trucs que j'ai pas forcément prévus. Donc les canidés, voilà, une espèce machin. Donc cite-moi. Une espèce peu connue de canidés avec non, très peu connue, parce que c'est vrai que ces temps-ci on avait tendance, même avec peu connu d'écrit, de ne pas avoir des trucs si peu connus que ça. Très peu connus avec des capacités bizarres. Bizarres, voilà, bizarres. Cite-moi des capacités bizarres, s'il te plaît. Voilà. Alors, ça charge là, hein. C'est le réseau pourri, rappelez-vous, c'est normal. Ça prend 8 jours. Bon, ça prend pas toujours autant de temps, mais... Ah oui, là c'est vraiment très très long. Là, il a bugué ou... Vu que j'ai eu un écran noir juste avant, je me dis que bon... Ah ouais, attends, s'il fait ça, il va me déconnecter, c'est ça? Attendez, parce que je ne sais pas ce qu'il va afficher, donc dans le doute, je vous bouge. Oui, je suis humain. Enfin, je crois. Possible. C'est bon, je reviens. Bon, tu charges? Oui. Ok.
alors, donc, ici, là, voilà. Une espèce de canidé très peu connue et dotée de capacités inhabituelles est le chien sauvage d'Asie, Quan alpinus, je sais pas, également connu sous le nom de Dole. Dole Dole. Ce canidé est natif de certaines régions d'Asie, notamment l'Inde et l'Asie du Sud-Est, l'Inde, quoi? Notamment de l'Inde, de l'Asie et de l'Asie du Sud-Est et du sud de la Chine. Ça commence très bien en tout cas. Ce qui rend le chien sauvage d'Asie si unique, c'est son mode de vie social complexe et sa capacité à chasser en groupe. Contrairement à de nombreux autres canidés tels que le loup qui chasse en meute, les dholes, je sais pas, ont développé des stratégies de chasse coopératives qui leur permettent de travailler ensemble pour capturer des proies plus grandes que ce qu'ils pourraient attraper individuellement. Ils communiquent entre eux par des aboiements, des grognements, des signaux visuels, etc. pour coordonner leurs mouvements de chasse. Bah, c'est des chiens, quoi. De plus, les dholes sont bien adaptés à leur environnement forestier. Ils sont capables de nager efficacement et se sont souvent retrouvés dans des zones boisées et marécageuses. Leur régime alimentaire est varié, comprend une grande diversité de proies, allant de petits mammifères aux cerfs et aux buffles, ce qui leur permet de s'adapter à différents habitats et niches écologiques. Effectivement, c'est du gros manger, ouais. Euh, J'en étais où? J'en étais par là. Bien que les dholes soient moins connus que d'autres canidés comme les loups ou les renards, ils jouent un rôle important. Les renards, c'est pas des canidés, je pense, hein, par contre, mais bon. C'est des cousins encore, c'est pas tout à fait des canidés. Ils jouent un rôle important dans les écosystèmes asiatiques en tant que prédateurs de sommet et méritent, du sommet de la chaîne alimentaire, et méritent une attention particulière pour leur comportement social et complexe et leur adaptation remarquable. Bon, c'est des chiens sociaux, j'avoue que jusque-là, je cherche à comprendre, hein. C'est un chien sauvage d'Asie, d'accord. Stratégie. Oui, c'est un chien sauvage social, comme la plupart des chiens sauvages, des chiens tout court. Euh, En fait, ce qui a l'air super intéressant chez eux, c'est le fait qu'ils se coordonnent pour attraper des grosses proies, je crois. C'est surtout ça qui a l'air intéressant en fait. Allant de petits mammifères aux cerfs, aux buffles, machin. Bien qu'ils soient moins connus, ils jouent un rôle important dans les écosystèmes asiatiques en tant que prédateurs et méritent une attention particulière. Donc les Guanalpinus, déjà on va vérifier si c'est bien le bon nom pour la bonne espèce, parce qu'on s'est rendu compte, enfin moi je me suis rendu compte la fois dernière qu'il y avait un petit souci dans ce qu'il me disait, le chat qui pète là. Ah oui, on dirait que c'est à mi-chemin entre un chien et un renard, effectivement. Machin, chien sauvage, ou Sion, Saiyan, je sais pas, est une espèce de mammifère de la famille des canidés du genre Kuon, je sais pas, dont il est le seul représentant actuel. Ah, et voilà, déjà ça c'est un début. Oui, généralement les trucs qui sont les seuls représentants de leur espèce, genre l'ornithorynque, voilà, ça vous parle, bah, c'est le seul représentant de son genre, il me semble. Donc voilà, c'est intéressant, parce que ça veut dire que tous les autres se sont éteints, peut-être en partie à cause de l'homme, mais enfin surtout parce que l'évolution. Et donc ça veut dire que cette espèce avait à un moment des capacités qui lui ont permis de survivre et que les autres n'avaient pas. Donc ça le rend fatalement assez intéressant d'office, quoi, je trouve. Je vois un article de Futura Science qui généralement fait pas de la merde, même si ils ont quand même, ils ont déjà dit deux trois conneries, pas très graves, mais bon. Et généralement aussi à la fin ils mettent des images dégueulasses de pubs. Vous savez bien les fameuses images de pubs dégueulasses que vous trouvez partout sur Google, que personne veut voir. Je sais pas pourquoi on se tape ça partout tout le temps, c'est vraiment très très chiant, mais bon. Donc je vérifie. Il y a 8 jours à charger, donc forcément c'est voilà. Ça prend 8 plombes. Bon, s'il y en a, faudra que je me reste aux menaces. Voilà, et il veut pas me faire ma pop-up, c'est super. Tu veux pas te dégager, genre? Voilà, dégage maintenant. Voilà, nickel. Qu'est-ce que c'est? Zoologie chien, et il me remet d'autres pop-up. C'est c'est ça qui est chiant avec les articles scientifiques ou voulus qui sont enfin voulus orientés sur la science, je veux dire, c'est qu'ils sont toujours bombardés de pubs déjà dégueulasses et puis surtout
Je sais pas, laisse-moi au moins regarder ton article, quoi, avant de me bombarder de pubs. Sinon, je vais pas rester, en fait, hein. Il y a des fois, je rage quitte, en fait, juste je fais: «Non, non, c'est bon». J'ai eu, tout ce que je voulais, c'était lire 2 lignes et je me suis fait bombarder 5 minutes par des pubs, c'est bon, je me casse. Bref, donc voilà, voici la page avec encore une fois cette putain de pub en bas là qui me voilà, j'ai beau la virer, elle revient donc au frais avec. Au sommaire, machin, on s'en fout. Voilà, super, encore une pub. Au cas où et encore une pub en dessous. Au cas où vous les rateriez, on ne sait pas, hein, dans le doute, mieux vaut insister. Donc c'est un carnivore, c'est un chien carnivore qui va jusqu'à 1 mètre de hauteur. Ah non, qui va jusqu'à 1 mètre de long avec, 50 centimètres bien sûr, enfin 1/2 mètre de hauteur. M'emmerde la vieille avec son vin là, putain. Longueur de la queue, voilà, bon. Ah oui, il a une grande queue en fait. Sa queue fait plus ou moins sa taille en fait, enfin sa hauteur. Bon, c'est bien, mais on s'en fout. Ça vit 15 ans. Description du machin. Alors ici, vous voyez, parce que je ne vous ai même pas montré à quoi ça ressemblait, c'est honteux. Et oui, et heureusement, c'est super bien pensé les dimensions. Merci les gars. D'accord, bon, bah, vous allez devoir faire avec ça, hein, désolé. Voilà. Je sais pas si c'est mon PC qui est en train de crever, le site ou mon réseau, mais il y a des soucis, hein. Voilà, je n'y peux pas grand-chose malheureusement. Vous ferez avec. Voilà, alors, bah, donc ça ressemble à ça. Oui, je sais, c'est loin. Enfin, c'est pas zoomé, quoi. Oui, moi je trouve que ça ressemble à un mix entre un chat, bien sûr, un chien et un renard, en fait. Voilà. Alors, habitat de ce truc. Autrefois très étendu, le territoire des Dôles était s'est fragmenté et réduit considérablement. On le trouve principalement dans quelques États de l'Inde, en Assam, au Ladakh, au Bhoutan, en Thaïlande, au Vietnam et au Myanmar, en Malaisie, ainsi que sur les îles de Java et Sumatra. Sumatra, on en a déjà parlé, on l'a déjà vu, mais je sais plus pourquoi. Je sais plus. Quelques spécimens ont été aperçus en Russie, en Mongolie, au Kazakhstan, au Kirghizistan, au Tadjikistan et dans le sud de la Chine. Comportement, il se cache habituellement dans les terriers, dont certains possèdent de nombreuses ramifications jusqu'à 6 entrées différentes. Le réseau de galeries peut être très dense afin de pouvoir abriter plusieurs femelles sur plusieurs générations. Il est davantage social que le loup et ne possède pas cet aspect de dominance. Donc c'est un bon pote, quoi. Là où le loup généralement va, bah, il y a un mâle qui domine le reste de la meute et voilà, quoi. Ici, ils sont juste tous potes, quoi. Il vit généralement en clan de 3 à 5 individus plutôt qu'en meute. Donc c'est pas un grand groupe avec un chef, c'est un petit groupe avec tous des potes. En Inde, on trouve des clans d'une douzaine de canidés en groupe et un groupe d'une quarantaine de bêtes a été observé. Ah oui, ça fait beaucoup. Bon, en Asie, ils ont tendance à être en plus petits groupes, mais en Inde, ils sont plutôt beaucoup. Voilà. L'animal n'est pas connu pour marquer son territoire. Il pisse pas partout pour dire que c'est à lui. Et les excréments semblent être déposés dans ce qu'on pourrait appeler les latrines communes. Ils ont des toilettes. Merci. Merci, c'est gentil. Contrairement au loup, il peut y avoir plusieurs femelles reproductrices dans le clan. Oui, parce que normalement, c'est le chef, on va dire le mâle alpha qui se tape sa femelle, et puis les autres, voilà. Je sais pas comment ils se démerdent, mais enfin, c'est pas leur portée qui sera gardée, il me semble. Ici, ici, tout le monde. Enfin, tout le monde, je sais pas, mais en tout cas, il y a plusieurs femelles. Après, est-ce qu'elles se tapent toutes le même mâle? Est-ce que c'est un harem? Je ne sais pas. Diurne, c'est qui vit le jour. Le dol chasse aux premières heures de la matinée. Leur tactique est particulière car ils poursuivent leur proie jusqu'à son épuisement. Donc ils la course, quoi. Ils s'arrêtent jamais. Un premier groupe se lance à ses trousses tandis que les autres dolls s'économisent à l'arrière pour prendre le relais lorsque les premiers marquent des signes de fatigue. En fait, tous les matins, ils sortent, ils se font un petit marathon, un petit footing, comme ça les voilà, hein, ils gardent la forme. Et au passage, quand ils trouvent une proie, ils lui collent au derche jusqu'à ce qu'elle se fatigue. Et ils se relayent comme ça. Nickel. Mais c'est horrible. Parce qu'une fois que t'en vois un, tu sais qu'il y en a genre 4-5 autres minimum derrière si t'es en Asie, parce que sinon c'est genre 11 autres si t'es en Inde, et tu sais que t'es foutu en fait. À moins d'arriver à très bien te planquer, sauf que c'est des chiens, donc ils ont forcément un super odorat, enfin très certainement un odorat très, 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 voilà, très développé, donc t'es baisé en fait.
Tu m'étonnes que c'est un prédateur en haut de de la pyramide. Il te voit, t'es mort en fait. Enfin, il te sent même, t'es mort. Enfin, il te prend en chasse, t'es foutu quoi. Gna gna gna. Généralement, le Dolacule s'approprie dans une étendue d'eau peu profonde pour mieux la capturer. Oui, parce qu'il peut nager, on a dit, donc logique. Là encore, contrairement au loup qui laisse le couple dominant se nourrir en prio, le dol donnera la primeur aux jeunes du groupe. Étrangement, le dol peut, dans certaines régions, vivre en sympatrie. La sympatrie désigne l'existence de deux espèces phylogénétiquement proches, donc des espèces qui sont cousines, on va dire, vivant sur un même territoire, mais ne s'y abritant pas. Ne s'hybridant pas, rien à voir. Donc, c'est des trucs très proches, c'est des cousins. Ils vivent au même endroit, mais ils baissent pas ensemble. N'ayant pas de descendance, elles s'opposent à l'allopatrie, où là, j'imagine que du coup, c'est des espèces qui vivent au même... Enfin, pareil, mais sauf qu'elles se reproduisent ensemble, quoi. Je vais recarter. L'allopatrie, deux espèces phylogénétiquement... Allô? Voilà. Deux espèces phylogénétiquement proches vivant sur le même territoire, mais ne s'hybridant pas. Elles s'opposent à l'allopatrie, où les aires géographiques de deux espèces génétiquement proches sont séparées. Ah non, c'est pareil. Donc un mode de spéciation, de séparation évolutive des espèces ayant lieu sans nécessité d'isolement. Oui, attends. L'allopatrie, les aires géographiques des deux espèces qui donc ne s'hybrident pas, sont donc c'est des espèces proches mais qui sont pas du tout sur le même lieu géographique, je crois. Genre l'éléphant d'Asie, l'éléphant d'Afrique et l'éléphant des forêts, qui sont trois espèces différentes d'éléphants mais qui vivent pas au même endroit. C'est ça, hein? Les aires géographiques de deux espèces génétiquement proches sont séparées. Si, ils sont proches mais ils sont pas au même endroit. D'accord. Un mode de spéciation ayant lieu sans nécessité d'isolement. Séparation, du coup si, puisqu'ils sont isolés l'un de l'autre. Ah non, la sympatrie, pas l'allopatrie, d'accord. Donc la sympatrie, c'est des espèces qui vont quand même devenir de plus en plus différentes, puisqu'elles ne baissent pas ensemble. Enfin, elles se reproduisent pas ensemble, mais elles vont quand même avoir... elles vont pas se reproduire ensemble, donc elles vont pas s'échanger certains critères et elles vont pas s'hybrider, quoi. Mais hybrider, c'est quand, bah, c'est quand deux espèces qui sont fatalement différentes, parce que c'est deux espèces, se reproduisent ensemble pour prendre un truc. Par exemple, alors je sais plus avec qui on s'est hybridé, nous, les humains, mais on s'est hybridé un sacré paquet de fois, hein. Néandertal, tout ça, ouais, on a bien tapé dedans. Voilà. La sympatrie est donc, maintenant on s'en fout. Donc voilà, la sympatrie, le truc qui fait que les espèces qui ont une proximité génétique mais qui vivent au même endroit, ou très proches l'une de l'autre, mais qui se reproduisent pas ensemble, vont quand même évoluer chacune de leur côté et donc devenir des espèces de plus en plus différentes. Voilà. Parce qu'elles entretiennent pas, on va dire, cette proximité génétique, puisqu'elles ne s'hybrident pas. Donc elles ne conservent pas leur patrimoine génétique proche, elles continuent d'évoluer en gardant des mutations qui vont aller dans d'autres sens. Voilà. Donc ça, et donc c'est pour ça. Alors certes, ça c'est autre chose, on s'en fout. Voilà. Donc ici on dit que c'est une espèce sympatrique avec les. J'ai lu tigre, je crois. Ça me paraît un peu what the fuck. Comportement. Alors, pitié, laissez-moi tranquille avec vos pubs de merde là. Le machin peut, dans certaines régions, vivre en sympatrie avec le tigre ou le léopard. Parce qu'ils ont une proximité proche apparemment. Génétique, je veux dire. Donc entre les canidés et les félins, je cherche sur mon arbre phylogénétique là-bas, là au loin, sur mon mur. Ils sont où? Ils sont là. Et là je vois chat, chien. Ah oui. Oui, effectivement, ils sont. Oui, ils sont lointains. Ils sont cousins, effectivement. On est tous cousins, mais eux, ils sont plus cousins que nous avec eux, par exemple. Mais oui, bon. Je sais pas si on peut vraiment parler d'une proximité génétique si forte que ça, mais enfin, oui, effectivement, ils sont quand même cousins. Effectivement, je les pensais pas si proches. Après, c'est logique, hein, quand on réfléchit 30 secondes, un chat et un chien, ça se ressemble plus qu'un hérisson et une girafe, quoi. Donc, voilà.
Et pourtant, sachez, parce que je le vois d'ici, que bon, alors il y a une différence nettement plus grande entre une différence génétique, je dirais nettement plus grande entre un hérisson et une girafe qu'entre un chat et un chien, mais ils sont quand même, hein, voilà quoi, hein, voilà. Ils sont quand même pas si loin que ça l'un de l'autre, hein. Et puis pareil avec le hérisson et oui non si j'ai rien dit. Ah ouais. Alors sachez que de ce que je vois ici, le hérisson est plus proche de la girafe que de l'éléphant. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Je regarde ma carte de l'évolution de Kurzgesagt. Elle est pas trop mal. Déjà visuellement ils ont mis le paquet, c'est coloré, c'est joli, c'est dessiné partout, c'est bien. Et c'est assez clair. C'est pas ce qu'il y a de plus exhaustif, mais enfin faut pas abuser, hein. On parle d'un poster. Alors c'est quand même une chaîne de science, hein, mais quand même. Enfin, je vous mets au défi de me tracer de façon compréhensible un arbre phylogénétique complet. Déjà, vous pourrez pas parce qu'on n'a pas toutes les formes de vie, on connaît pas toutes les formes de vie qui ont existé et qui existent encore aujourd'hui. Et puis surtout, c'est un bordel à représenter ce truc. Donc voilà. Donc je trouve que cet arbre est pas mal. La sympatrie, donc on a dit proximité génétique, vit sur le même terrain, mais ne se reproduit pas ensemble. Donc ce canidé est proche du tigre et du léopard. Et donc selon les régions, parce que ça se fait pas partout, mais ici en tout cas, on sait que dans certaines régions, ils rentrent en concurrence alimentaire. Ils bouffent la même chose, quoi. Entre certaines espèces. Ah non! Étrangement, le dhole peut dans certaines régions vivre en sympatrie avec le tigre ou le léopard car la concurrence alimentaire entre ces espèces est évitée. Donc ils bouffent pas la même chose du fait de la différence qui existe dans la sélection des proies. C'est ça. Ils ont une proximité génétique très proche. Donc on pourrait croire qu'ils fonctionnent globalement pareil. Ils vivent sur le même lieu, mais ils bouffent pas la même chose. Du coup, ils rentrent pas dans certains. Enfin, la sympatrie, donc le fait que même s'ils ont une proximité génétique et qu'ils vivent sur le même lieu, ils ne se reproduisent pas ensemble, et que ça se passe bien, on va dire, est permise par le fait qu'ils bouffent pas la même chose. Donc il n'y a pas de compétition, du coup. D'accord. C'est ça, hein. La concurrence alimentaire entre ces espèces est évitée du fait de la différence qui existe entre la sélection des proies. Dans quelques cas rares, les dholes sont capables d'attaquer le tigre qui, dans ce cas, n'a d'autre choix que de s'abriter dans un arbre. Bon, généralement ça se passe bien, mais voilà, des fois tu cherches la merde. S'il tente de fuir, il est immanquablement tué. Des chiens qui tuent les tigres, ok. Malgré les lourdes pertes essuyées par les dholes. Ah oui, donc il en chope quand même pas mal, mais bon, ils sont tellement et ils le traquent tellement longtemps que bon, voilà quoi. Enfin, ça n'arrive pas souvent, on dirait. Voilà. Dans certains cas rares, le canidé communique par la vocalisation, ce qui permet de mieux se repérer dans les broussailles. Il pousse alors différents sifflements pour signaler sa position. Dans les autres situations, il grogne, gémit, jappe, pleurniche. C'est un chien, quoi. Les échanges se pratiquent également par une gestuelle corporelle qui dénote l'état d'esprit. Retroussement des lèvres pour montrer les crocs, oreilles baissées et queue maintenue à l'horizontale, à la verticale ou à la verticale ou cachée entre les jambes pour se soumettre. Reproduction du dhole, c'est trop mignon. La saison de reproduction s'étend de la mi-octobre à janvier et la femelle met bas dans la tanière au terme d'une gestation d'un peu plus de 2 mois. C'est fou parce qu'on a vu qu'il y avait des espèces beaucoup plus petites dans la liste des trucs qui sont déjà passés qui mettaient genre 12 mois, je crois, pour la reproduction. Et ce chien-là, il met 2 mois, quoi, tranquille. Leur croissance est plus rapide que celle des louveteaux. Ah oui, non, attends, j'ai dit de la merde. Les portées comptent habituellement 4 à 5 chiots. Leur croissance est plus rapide que celle des louveteaux. Euh, donc les enfants, les petits du loup, ils grandissent plus vite que leurs petits à eux du dhole grandissent plus vite que ceux du loup. Ils sont allaités pendant 60 jours avant de commencer à manger de la viande régurgitée. Miam. Ils restent dans le terrier jusqu'à l'âge de 70 à 80 jours et accompagnent leurs parents à la chasse vers 6 mois. Ils atteignent la maturité sexuelle à 1 an. Ça canne un max à 1 an. Règne alimentaire du dhole. Le dhole est carnivore, se nourrit de cervidés, tels que les axis, je connais pas, les chitales, je connais pas, les sambars, je connais pas, les monjacs, je connais pas,
Les cerfs des marais, je connais, enfin c'est des cerfs quoi, je vois, mais bon. Les sangliers, ah super, ça je connais. Et les rongeurs, mais également des bovidés comme le gaur, je connais pas, le bantang, voilà, faites avec la prononciation. Voire des singes langurs. Bah dis donc. Dans des régions montagneuses, ils tuent les bouquetins, des marcors, des chevreuils, des cerfs porte-musc, et là ça commence à faire beaucoup. Faudra qu'on regarde hein, tous ces trucs. Il peut également s'en prendre au bétail laissé à paître pendant des semaines sans surveillance, mais jamais à celui qui est gardé ou mis en stabulation. D'accord. Donc le bétail qu'on a oublié de rentrer et qui est là, mais il fait sa vie, quoi. Bon, celui-là, il y passe malheureusement, mais celui que tu planques ou que tu fais garder par éventuellement d'autres chiens, voilà, le dol est pas con, il y va pas. Hem, et alors, mis en stabulation, c'est un joli mot, mais je l'ai pas. Que c'est quoi la stabulation? Que c'est dire que ceci? Séjour du bétail en étable, d'accord. C'est quand tu les ranges dans une étable, quoi. Genre les vaches, tu les rentres dans ton étable, voilà, ceux-là, ils touchent pas. Quand c'est rentré, protégé, gardé, voilà, ça ils touchent pas, mais quand tu les laisses, dehors, tout seuls pendant des plombes et que tu viens pas les rechercher, c'est ta faute, voilà. Le dol est menacé au fait de la fragmentation de son habitat. Bon, ça c'est comme d'habitude, hein, déforestation, construction, barrages géants, extension des terres agricoles. Donc comme toujours, l'agriculture qui est un problème récurrent, la destruction des terrains qui est un problème récurrent, le changement de climat qui est un problème récurrent. Bref, voilà. Là, c'est comme ça pour presque toutes les espèces dont on parle, hein, je dis rien. De la raréfaction de ces proies naturelles, bon là aussi, hein, forcément, si on amène du bétail, etc., qui vont bouffer ce qu'il y a sur place, bon je dis bétail, mais également les chiens qui vont venir protéger tout ça, qu'on détruit le terrain et qu'on ruine les sols en venant faire de l'agriculture. Parce que rappelez-vous, l'agriculture détruit les sols, ça ne les cultive pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait croire, comme ça on se dit on va faire de l'agriculture, donc on se sert d'un terrain plein de vie pour créer encore plus de vie, c'est pas du tout comme ça que ça marche. En fait, ça détruit les sols. L'agriculture détruit les sols. Donc voilà. Je fais un raccourci, mais concrètement, à la fin, c'est ce qui se passe, hein. Ça détruit les sols et c'est pas une super chose, surtout quand à la base, euh, les terrains n'existent pas de base pour qu'on puisse faire de l'agriculture dessus. D'ailleurs, faire de l'agriculture en soi, c'est pas le souci, hein. Ne tapez pas sur les agriculteurs, ils vous ont rien demandé, ils vous ont rien fait. Mais utiliser des tas de produits, des pesticides et d'autres produits toxiques pour X ou Y raison, ça défonce les sols par contre. Alors que les OGM, moins, beaucoup, beaucoup moins. C'est à utiliser avec précaution, mais moins. J'ai eu une conversation avec quelqu'un il y a pas longtemps qui m'a dit que les OGM étaient interdits en Europe. Non, hein. Pas du tout, les EGM, c'est super pratique et c'est pas du tout, du tout une mauvaise chose. Il faut arrêter avec ça. C'est un truc de base qu'on enseigne en cours de sciences, même dans les secondaires. Les EGM ne sont pas du tout une mauvaise chose. C'est les cons qui s'en servent, qui font n'importe quoi avec. Là, la nuance. Mais les OGM, ce sont des organismes génétiquement modifiés. Ça va pas vous provoquer le cancer, ça va pas vous donner des maladies cheloues ou quoi. Et surtout, normalement, c'est testé, hein. Voilà. Votre maïs, par exemple, que vous achetez dans des grandes surfaces au supermarché, est très souvent un OGM. Il y a l'essentiel de ce type de plante. Le maïs, par exemple, je crois que c'est l'une des plantes les plus modifiées au monde et dont on se sert le plus, pour la bouffe, hein, j'entends. C'est vraiment omniprésent les OGM dans votre bouffe, hein. Vous pouvez difficilement y échapper, c'est possible, mais ça n'a aucun intérêt parce que ça ne vous met pas en danger, déjà, et que mais c'est juste plus pratique en fait. Qu'est-ce qu'on fait concrètement avec un OGM? Alors on peut faire plein de trucs et comme d'habitude, bon, on parle d'organismes génétiquement modifiés. Modifier le génome de quoi que ce soit, il faut le faire, en n'étant pas trop con, globalement. Mais tous les trucs qu'on vous file sont testés et s'ils sont disponibles dans le secteur de l'alimentation, à échelle large, vous vous doutez bien que bon, voilà, c'est pas, hein, pitié, pas de théorie du complot ici, épargnez-moi ça. Donc ça et donc voilà, c'est parfaitement consommable, il y a pas de souci, évidemment. Voilà, et donc qu'est-ce que ça permet concrètement? Quand je dis OGM, c'est pas forcément qu'on va aller, modifier le enfin si, d'une certaine manière on modifie l'OGM. C'est juste une forme de sélection en fait, hein. Ce qu'on a fait aux chiens par exemple, enfin aux loups, qui a permis de donner le chien, c'est-à-dire qu'on a pris, des animaux, on les a fait se reproduire entre eux
On les a gardés chez nous et on les a plus ou moins dressés de génération en génération, ce qui fait que, pardon, à terme, ils ont adopté un comportement qu'ils se sont eux-mêmes transmis de génération en génération par culture, parce que c'est la culture des voilà, ça se transmet. D'une part parce que nous on leur transmet, mais aussi parce qu'ils se la transmettent entre eux et en faisant ça pendant longtemps, bah, on a fini par créer des tas d'espèces différentes, qui sont plus du tout le loup, mais qui en dérivent, quoi. Voilà. Là, c'est globalement pareil, mais on est encore un peu plus efficace avec une technique un peu différente. C'est aussi de la sélection, hein, on va modifier les gènes effectivement, mais c'est essentiellement de la sélection en fait, hein. On va juste favoriser des plantes qui peuvent, qui dans leur génome peuvent, si vous voulez, on va modifier leur génome de façon à leur donner des capacités. Voilà, pour faire court et simple. On C'est comme ça qu'on fait par exemple que certaines plantes, génèrent enfin sécrètent du poison. Là comme ça a l'air pas bien, on est d'accord? Ce n'est pas une mauvaise chose. Le poison n'est pas une mauvaise chose. C'est con à dire, mais là aussi c'est un tabou qu'il faut casser. Heu, L'oxygène, c'est du poison, hein. Il y a assez peu de choses aussi violentes que ça pour vos cellules, ou plutôt c'était le cas il y a plusieurs centaines de millions d'années, même plusieurs milliards d'années. L'oxygène tuait les cellules, hein. C'est toujours le cas, sauf que maintenant les cellules se sont adaptées, qu'elles peuvent carrément difficilement vivre sans, et qu'elles ont besoin de dioxygène, qu'elles vont filtrer, etc. Mes connaissances sont pas parfaites sur ce sujet-là, mais voilà, l'oxygène, c'était pas bien. Les cellules ont dû faire avec, s'adapter, et vous voilà aujourd'hui. Mais voilà, le poison n'est pas une mauvaise chose. Ici, on parle de substance qui est là pour dégrader votre corps de l'intérieur. Ça, c'est l'image qu'on a du poison quand on en parle en général. C'est surtout une substance qui est utilisée pour se défendre. Donc effectivement, il y a des espèces qui sont très venimeuses. Et bon, je vous mettrai pas au défi d'aller lécher des grenouilles venimeuses. Vous allez probablement pas revenir vivant, mais là, on parle d'un système de défense pensé pour se défendre contre tous les types d'emmerdeurs. Moi, je vous parle d'OGM, donc d'organismes génétiquement modifiés, par l'homme. On va pas mettre du venin ultra puissant dans des plantes qu'on mange quotidiennement, c'est complètement con. Donc ici, le but, c'est de leur faire sécréter une petite dose de poison totalement inefficace sur l'homme. Au mieux, tout ce que ça peut faire, et dans ce cas-là, c'est pas commercialisé, c'est vous donner la chiasse, c'est tout. Et comme j'ai dit, ce n'est pas commercialisé dans ce cas-là, donc ce n'est pas le cas ici. Mais voilà, donc, donc quel est l'intérêt de faire sécréter une petite quantité minime et très peu efficace de poison à du maïs? Bah, ça permet que dans les cultures, il n'y ait plus de rongeurs qui viennent les bouffer. Enfin, ils peuvent, hein, mais il y en aura beaucoup moins parce qu'ils vont crever. Donc voilà, ça et tous les autres parasites qui viennent bouffer vos cultures, ça a du bon et du mauvais. Ça détruit la faune et la flore et c'est pas bien. Mais en même temps, ça permet de garder la bouffe. Donc voilà, les OGM, ce n'est pas une mauvaise chose, tout dépend de ce qu'on en fait. Là où ça devient compliqué, c'est quand on fait n'importe quoi avec. Par exemple, des cultures de plantes qu'on va mettre, normalement ça se fait en dehors du système, ça se fait dans des endroits fermés, hors du milieu naturel, on va dire. Ça se fait dans des serres, je crois, je sais plus comment on dit, enfin bref, des endroits où tu stockes tes plantes, dans des endroits fermés pour pas que ça sorte. Parce qu'évidemment, une plante génétiquement modifiée pour être ultra résistante. Une plante qui va donc faire du pollen. Elles font pas toutes du pollen, mais imaginons que celle-ci elle en fait. Bon, voilà, la plante elle fait du pollen, et il y a un courant d'air dans la serre, malheureusement la porte est ouverte et le pollen il va ailleurs. Bon, donc il est transporté par le vent jusqu'à d'autres plantes qui vont se reproduire avec, et là c'est la catastrophe, parce que ça va faire en sorte, avec la reproduction, que ces plantes qui étaient compatibles avec l'autre, ou éventuellement qui sont les mêmes, mais l'espèce d'avant qu'on la modifie, je ne sais pas si vous suivez, vont gagner ces propriétés-là qu'on ne voulait pas leur donner, on voulait juste les avoir pour une espèce spécifique, enfin une alternative pour nous, pour que ce soit plus simple de la faire pousser et d'avoir plus de bouffe, et que ce soit que ça coûte moins de pognon. Donc voilà, et donc en faisant ça, on a transformé une partie de la flore, ce qui est une catastrophe, parce que donc, quand il s'agit d'empêcher la vie de venir dévorer nos ressources, enfin nos ressources, vous comprenez, à notre place, ça nous arrange. Quand il s'agit de mettre ça dans la nature, sauf que du coup, toute la nature qui vit à partir de cette plante et qui en a besoin soit pour survivre en la mangeant, soit pour se reproduire, va crever aussi. C'est pas top. Voilà, donc faites gaffe, c'est pas vous qui allez le faire, j'imagine, mais enfin voilà, sinon vous seriez informé dessus. Mais pour ceux qui ne sont pas informés dessus, imaginez bien que, euh, comme pour tout dans les sciences, il faut pas faire n'importe quoi.
évidemment. Mais les OGM ne sont ça présente comme tout, hein, des vous prenez votre voiture le matin, vous prenez le risque de rouler sur quelqu'un, voilà. C'est la même chose, vous allez pas forcément rouler sur quelqu'un, vous allez pas forcément faire n'importe quoi avec vos cultures. C'est pas parce qu'un OGM un organisme est génétiquement modifié qu'il est plus dangereux qu'un organisme qui l'est pas. Voilà. Mais voilà, c'est comme le poisson fougou, voilà, c'est pas du tout un organisme génétiquement modifié. S'il est mal cuit, vous en mourrez. Voilà, le fougou, c'est les poissons ballons, les poissons globes, je crois. Voilà, ce truc contient du poison nettement plus vénère que ce qu'on met dans les plantes, lol. Et d'ailleurs, on le met pas, hein. On ne va pas injecter du poison dans les plantes. C'est pas comme ça que ça marche. On va juste changer l'ADN de façon à ce que la plante sécrète ce poison. C'est un poison naturel, si vous voulez. C'est pas nous qui l'avons mis là. Donc voilà, et on va pas changer drastiquement la structure même On n'est pas dans Rick et Morty, hein. On va pas changer le monde en mode Cronenberg. On n'est pas là pour ça et on peut pas le faire, je pense. Donc voilà, ce n'est pas comme ça que ça marche. Enfin, les OGM, c'est pas une mauvaise chose, c'est juste une chose dont les gens ont tendance à faire plein de trucs avec. Et parfois c'est très mal utilisé. Mais enfin, sachez que énormément des plantes les plus vendues dans le secteur alimentaire mondial sont des OGM. Vous avez probablement consommé énormément d'OGM dans votre vie. Et non, ils sont pas du tout interdits en Europe. Et c'est pas une mauvaise chose. Voilà. Mais évidemment, c'est un truc à faire correctement, en respectant des procédures, etc. C'est comme tout, hein, voilà. Quand vous entrez dans votre bagnole pour aller conduire, bah, vous avez passé le permis, normalement. Et puis surtout, vous l'avez réussi. Et voilà. Et normalement, vous oubliez pas, enfin, vous essayez quand même de faire un minimum gaffe au code de la route une fois que vous avez votre permis, quoi. Donc là, c'est pareil, hein. Enfin bref, donc ça c'était sur les OGM. Pourquoi j'ai parlé de ça? Pardon, oui, bah oui, c'est ça. Donc l'agriculture, il y aurait moyen même sans parler des OGM, hein, il y aurait moyen de trouver des tas d'alternatives qui permettraient de pas défoncer l'environnement, en tout cas beaucoup moins. Mais sauf que, un, ça coûte plus cher, deux, c'est beaucoup plus chiant à mettre en place, et trois, on s'en fout. On aurait même, honnêtement, je pense qu'on aurait ces moyens à disposition, que ce serait pas une question d'argent, que tout serait parfaitement faisable, on le ferait pas parce qu'on aurait la flemme. Parce qu'on est vraiment une espèce de merde. Donc voilà. Mais voilà, il y a des moyens de faire autrement. Il y a des gens qui arrivent à faire bouger les choses à leur échelle, mais c'est pas suffisant, quoi, hein. Donc voilà. Ecosia qui replante des arbres et tout ça, c'est bien, hein, bravo, évidemment, mais c'est clairement pas assez. Et, euh, et voilà. Et puis sans oublier que au-delà de ce qui concerne la population mondiale, il y a aussi les riches, les ultra riches, je veux dire, qui polluent 250 millions de fois plus. Je dis un chiffre, un nombre au pif, hein, mais voilà, sachez que si on pouvait avoir, enfin, forcer les riches à s'autoréguler dans leur pollution, dans leur consommation, ce serait nettement plus efficace que de forcer toute la population de classe moyenne à se gérer mieux, à éteindre la lumière quand on sort d'une pièce. Alors il faut le faire, faites-le, mais voilà, c'est pas sur cette partie de la population qu'il faut taper, quoi, hein, clairement. C'est pas la priorité. Donc voilà, si on gérait nos priorités correctement et qu'on tapait sur ceux qu'il faut taper, bah voilà, voilà, ce serait mieux, clairement. Mais bon, malheureusement, ça se fait pas comme ça. Et on est de plus en plus, on a de plus en plus de besoins, ça n'aide pas. Il y a quand même des besoins qui augmentent. Donc voilà, le problème c'est que il y a des solutions, elles sont toutes soit chiantes, soit extrêmes. Donc on n'en prend aucune. À part les petits trucs, hein, voilà, planter des arbres avec Ecosia, c'est super, hein, mais c'est pas assez. C'est un truc à faire, c'est important et c'est super que ça existe, mais c'est une petite solution de secours histoire de dire qu'on a fait quelque chose. Voilà. Il va falloir faire des changements un peu plus drastiques que ça, qui vont tous nous faire chier, hein, moi le premier. Mais voilà, si on veut vraiment changer notre impact sur le monde et éviter que toutes les espèces crèvent, nous avec, il va quand même falloir qu'on change un peu plus, quoi. Bref, c'était la partie fun. Donc voilà, la déforestation, donc quand on va couper les arbres, la construction de barrages qui privent donc les territoires d'eau, etc. Extension des terres agricoles, donc quand on vient mettre nos fermes par-dessus les territoires qui étaient habités par les tas d'espèces et qui n'avaient rien demandé, qu'on ramène nos bestioles qui vont devoir bouffer plein de trucs sur les terres alors qu'il y avait déjà d'autres machins qui vivaient là, qui avaient besoin de ces ressources, mais ils vont aller se faire foutre.
raréfaction de ces proies naturelles, parce que comme je l'ai dit, bah, on bouffe ce qu'il y a sur place, nous et les animaux qu'on ramène. Souvent, c'est ça plus le fait qu'on détruit leur sol, les sols de manière générale, tout ce qu'on pollue dans l'air, etc. C'est vraiment ce qui revient systématiquement dans chacune des recherches que je fais sur toutes les espèces que j'ai regardées dans mes lives et souvent même en dehors. C'est c'est tout le temps ces problèmes-là, quoi. Donc voilà, l'agriculture est un énorme problème concernant la conservation des espèces, et j'ai l'impression qu'on s'en rend pas compte. On a l'impression que l'agriculture, c'est safe, quoi. Non, c'est pas safe du tout. C'est une très 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 mauvaise chose pour l'environnement. C'est pas bien. Donc voilà. Après, je m'y connais pas suffisamment que pour pouvoir vous dire que toute l'agriculture est une mauvaise chose. Ça, j'en sais rien. Et voilà, il faut se renseigner sur la provenance de chacun des trucs. Et dans un monde comme aujourd'hui, avec la mondialisation et le fait qu'on comble tous les produits qu'on consomme avec plein d'autres substances qui n'ont rien à foutre là-dedans, ça devient impossible aujourd'hui de bouffer sainement, à part si vous vivez en marge de la société avec votre petit potager et votre truc, et voilà, mais c'est pas le cas de l'essentiel des gens. Donc, enfin voilà, ça fait partie c'est dans les trucs qui reviennent le plus souvent quand on parle d'espèces en danger, ou même juste en danger, hein. Je vous ai déjà dit, une espèce qui commence à être en préoccupation mineure sur la liste du statut de conservation, c'est pas une bonne nouvelle, quoi. C'est pas parce qu'elle est considérée comme légèrement dans la merde qu'elle est pas du tout dans la merde. Non, elle est déjà légèrement dedans, et ça ne va faire que s'aggraver parce qu'on n'arrête pas, on n'arrête rien, et c'est même de pire en pire chaque jour. Donc voilà. Globalement, moi j'imagine que toutes les espèces pour l'instant qui sont considérées comme en préoccupation mineure sont plus ou moins condamnées. Euh, et puis évidemment toutes les autres espèces qui sont juste considérées comme, enfin qui sont considérées comme pires, quoi que ce soit de pire, hein, un grade au-dessus, elles sont foutues, quoi. Pour moi, je pense qu'elles vont toutes disparaître. Donc voilà, c'est super. Voilà. Mais voilà, c'est systématiquement ces caractéristiques-là qu'on retrouve pour toutes les espèces menacées et celles qui vont bientôt l'être. Est-ce qu'on fait quelque chose? Là, j'ai pas l'impression, et ça m'énerve. Donc voilà, il n'est pas chassé en Inde. Le dol n'est pas chassé en Inde car sa fourrure a peu de valeur et les Indiens ne mangent pas sa chair. Mais dans certains États, dans d'autres pays asiatiques, il est persécuté, exterminé par braconnage, bien qu'il soit classé sur les listes rouges des espèces menacées et protégées. Qu'est-ce que je vous disais? On s'en fout. Voilà. Et voilà, donc je m'arrêtais là parce qu'après il y a des images dégueu. Hop. Donc voilà, c'est toujours une grosse dose. Ouais. Ah non, c'est normal, juste un décalage de 8 ans. Donc voilà, vous avez. Ça, c'est toujours une grosse dose de fun quand on regarde les statuts de conservation, parce que c'est systématiquement la même chose. Ça donne l'impression qu'on n'apprend pas, en fait, hein. On n'apprend jamais. Alors qu'on est au courant, quoi. On sait ce qu'on fait à l'environnement. Bon, peu importe les climato-sceptiques, ça c'est encore leur problème, mais voilà, quoi. Je veux dire, l'essentiel de la population aujourd'hui est quand même au courant de tout ça, et même s'il y en a quand même beaucoup qui, à leur échelle, tentent de réduire l'impact qu'ils ont sur le monde le plus possible, c'est pas suffisant, quoi. C'est comme ça. Il faut aller beaucoup plus loin pour avoir un vrai impact, et malheureusement, on n'est pas prêt à franchir ce cap parce qu'on pense avant tout à notre propre confort. Moi aussi, hein. Mais voilà, du coup, forcément, ça pose problème, quoi. Alors là, vous avez une belle photo, et je suis déjà allé sur le site, donc je sais que c'est pas trop mal. Voilà. Donc ici, vous avez le dol. Désolé si je le prononce mal. Donc on a dit c'est un mammifère canidé dont il est le seul représentant de son espèce. C'est un genre qui serait apparu récemment. Il pourrait être une forme cousine du lichen, avec lequel il partage un certain nombre de comportements. Au quaternaire, un canidé de grande taille appelé Xénotion lichanoïde, je sais pas, ayant vécu dans tout l'ancien monde et considéré alternativement comme son ancêtre ou celui du lichen par des chercheurs qui de nos jours ne sont pas toujours d'accord entre eux. Quelle surprise. Ah oui, on dirait une hyène.
Probablement l'ancêtre du lichen, Lichen pictus et éventuellement du dol. Euh, Éventuellement du dol du sud-est asiatique aujourd'hui éteinte. Mais il parle de l'espèce du dol ou il parle de cette espèce-là? Parce que oui, le xénotion truc, on se doute qu'il est éteint, mais... Bon, évidemment, donc ça c'est 100% éteint. Qu'est-ce qu'ils disent sur cette partie-là du site? Plus tard, le truc, donc le dol, le kwon, sous sa forme actuelle, existait en Asie ainsi que dans toute l'Europe, en Russie, en Chine, en Sibérie et en Indonésie. Là, le dol diffère de la plupart des canidés par la réduction du nombre de molaires de chaque côté de la mâchoire inférieure et par un museau à conformation épaisse. Ils ont une grosse mâchoire et non, ils ont moins de molaires que les autres sur la mâchoire inférieure, celle du dessous, et un museau à conformation épaisse, je sais pas, j'imagine que c'est un gros pif, mais je sais pas trop ce que ça veut dire. Adapté à leur, enfin, donc ça fait qu'ils sont adaptés à leur régime alimentaire complètement carné de l'animal, ils bouffent de la viande. Sa fourrure est de couleur rouge orangé, bon ça on a vu, hein. Désolé les daltoniens, maintenant vous le savez, et parfois peut virer au gris foncé. Donc voilà, ça vous dépayse pas trop finalement. Chez les sous-espèces montagnardes, le pelage d'hiver est long, de couleur rouge éclatant. Gna gna gna. Le dol est également appelé chien sauvage d'Asie. C'est un excellent coureur, on a dit qu'il traquait leur proie et qu'il se relayait entre eux, donc sans jamais s'arrêter, donc on peut supposer qu'il court bien, mieux que moi en tout cas. Les pattes avant sont garnies de 4 griffes solides, non rétractiles, ayant perdu une molaire de chaque côté de la mâchoire inférieure. La longueur de la mâchoire est courte, ce qui accroît la puissance de la morsure. Ils ont une mâchoire plus petite parce qu'ils ont moins de dents. Enfin, plus courte parce qu'ils ont moins de dents. Du coup, ça fait... C'est... C'est plus facile, ça permet d'avoir plus de force dans la mâchoire qu'avec une mâchoire super longue. Voilà. Non rétractiles, donc ils ont des griffes qui sont constamment sorties en fait. Les pattes sont garnies de 4 griffes solides non rétractiles. Donc rétractile, c'est le chat par exemple, hein. D'abord c'est des patounes toutes mignonnes et puis après c'est un bordel aiguisé là, de fou là. Donc voilà. Donc il sort les griffes, le chat. Là c'est non rétractile, donc il les rentre jamais, en gros. Habitat, donc ça on a dit, hein, Asie du Sud, Est, Malaisie, l'île de Java, l'île de Sumatra, nord de la Corée, Birmanie, Chine, l'Est de la Russie. Le dol vit principalement dans des zones forestières, mais on peut aussi le rencontrer dans les steppes ou encore en montagne. Il me semble qu'il ne doit pas vivre super loin du tapir des Andes, dont on avait déjà fait des recherches dessus il y a quelques lives. Ça m'a l'air d'être quelque part dans le même truc, quoi. On parle de steppes, des montagnes, etc. Des zones forestières, c'est ça, hein. L'adaptabilité de cet animal lui a permis par le passé d'occuper des latitudes et des altitudes de grande amplitude. Bon, ça peut vivre haut. En termes de hauteur, ça vit haut, quoi. Donc les montagnes, ça marche. Du coup, il survit là. Les populations se sont fortement fragmentées et réduites ces dernières décennies, et la répartition actuelle de l'espèce est aujourd'hui mal connue. Les plus grandes populations se trouveraient en Inde centrale et au sud. Devant le manque d'informations actualisées sur ce mystérieux canidé, l'IUCN a décidé de lancer un programme d'enquête pour connaître la distribution exacte ainsi que l'état général de l'espèce, dont on suppose du coup qu'il est mal barré, et on sait qu'il est placé sur la liste rouge. Un canidé principalement carnivore, qui peut bouffer jusqu'à 4 kilos de viande en 1 heure. C'est un chasseur redoutable et rusé. On a dit donc qu'il chassait, qu'il se relayait pour courir constamment après leur proie et qu'ils pouvaient bouffer des trucs du coup assez grands. En même temps, ils sont plusieurs à bouffer ça, enfin à bouffer leur proie, et que du coup ils laissent leurs petits manger en premier, contrairement au loup, c'est le couple dominant qui se sert en premier. Ça, et donc oui, comme ils sont plusieurs et qu'ils se relayent, ils peuvent chasser des proies énormes, donc des buffles, des cerfs, qui sont leurs proies habituelles. Donc ça bouffe du gros manger, quoi. En montagne, le dol se délecte également de bouquetin. À 16 heures, le dol peut également être un charognard. Bon, ça bouffe ce qui traîne, quoi. En viande, hein. Donc les carcasses qui sont là, mais que
les carcasses qui traînent. Ce prédateur redoutable n'hésite pas lorsqu'il est en groupe à faire face devant un tigre, un ours, un léopard qui rechignerait à lâcher son butin. À lui laisser son... Oui, il fait servir même. Le dol se contente parfois de fruits ou de baies ainsi que de poissons quand la diète se fait sentir et que les grosses proies viennent à manquer. Donc en fait, il est presque plus omnivore que carnivore, mais il est principalement carnivore. Technique de chasse. La première technique de chasse du dol consiste à ratisser le terrain. La meute progresse en ligne frontale jusqu'à ce qu'une proie soit repérée. Si la proie, donc en fait, ils collent ils collent leur museau sur le sol et ils fouillent partout, quoi. Si la proie est petite, un seul dol suffira pour la mettre à mort. Par contre, s'il s'agit d'un animal plus imposant, la meute entière est mise à contribution. D'ailleurs, il parle de meute, c'est pas une meute, hein. On a vu tout à l'heure que c'était beaucoup plus petit que ça. C'était en Asie, je crois, quelque part autour des 4, 5, peut-être 6 membres. Ailleurs, ça allait jusqu'à 12 et voire encore plus. Donc c'est pas toujours une grosse meute, quoi. La victime est attaquée sur tous les côtés, mordue sans relâche à la croupe et au flanc. Elle finit par crever d'hémorragie. Youpi. Voilà, c'est-à-dire qu'on l'a fait, on n'arrête pas de la gnoquer de partout. Donc à la fin, elle pisse tellement le sang qu'elle se fatigue et elle meurt. Voilà. Youpi. Contrairement au loup, les dholes ne mordent pas à la gorge, ils s'en prennent aux viscères, cisaillant les flancs de l'animal et répandant les intestins à terre. Miam. La violence de la mise à mort a valu au dol une réputation de chien tueur et cruel. Cependant, il faut savoir que la proie viscérée meurt dans les minutes qui suivent l'assaut. Il n'est d'ailleurs pas le seul animal à tuer de manière peu conventionnelle. Citons par exemple le lycan, du coup, qui utilise la même technique, ou encore dans le monde marin, l'orque et les polars, qui ne tuent pas à coups de dents, mais jettent leur proie au loin pour qu'elle meure sous le choc, ou encore sautent puis retombent sur la victime. Waouh! Oh, le gros plat de l'orque sur les phoques, là. Pff. Le lican. Mais le lican, c'est les hyènes, non? Enfin, ça ressemble beaucoup à une hyène, en fait, je trouve. C'est un canidé. C'est quoi la différence entre un lican et une hyène? Hyène et lican, ennemis jurés. Ah, ils sont pas potes. D'accord. Bon, ça c'est National Geographic, je pense que je peux vous le montrer, hein, c'est pas la mort. Ici. Ah oui, effectivement, oui, c'est un petit peu vénère. Oula, j'avais pas vu l'image. Des licans tombent sur leur ennemi juré, la hyène. Les hyènes tachetées, Crocuta crocuta, sont de célèbres charognardes et se nourrissent souvent des restes d'autres prédateurs. Ce ne sont pas que des charognardes, hein, c'est aussi des carnivores, ils chassent, hein. Mais elles sont aussi d'habiles chasseuses, voilà, capables d'abattre des gnous et des antilopes. Elles tuent et mangent également des oiseaux, des lézards, des serpents, des insectes. Dans une Afrique de plus en plus surpeuplée, les hyènes et les humains sont souvent en contact. Les Maasai du Kenya et de Tanzanie laissent même leurs morts se faire dévorer par les hyènes. Cependant, au moins ça, oui, bah, du coup, c'est écolo quoi. Cependant, bref. Cependant, ces animaux intelligents et audacieux dévalisent les réserves de nourriture et les cultures et sont responsables de la mort de nombreux animaux d'élevage et même de certains humains. Dans certaines régions, ils ont été chassés comme des nuisibles destructeurs. Oui, enfin, en même temps, si on arrêtait de se mettre partout là. Les hyènes tachetées constituent la plus grande des trois espèces de hyènes, les deux autres étant la hyène rayée, Hyena hyena, et une. Ouf. Gna gna gna. Les hyènes tachetées, j'étais pas là. Ayant une vaste répartition géographique, de l'Inde à l'Arabie et de la Tanzanie au Maroc, et la hyène brune, Hyena bruna, brunea, enfin truc là, les hyènes brunes, peuplant l'Afrique australe. Bien que les hyènes ressemblent à des chiens, elles sont en fait plus proches des chats. Les hyènes tachetées vivent ensemble en grands groupes appelés clans, qui peuvent comprendre jusqu'à 80 individus, et sont dirigés par les femelles. Les hyènes tachetées ont une bonne ouïe et une vue perçante, elles sont rapides et peuvent courir sur de longues distances sans se fatiguer. Les meutes collaborent efficacement pour isoler un animal du troupeau, parfois malade ou infirme, et le poursuivre jusqu'à la mort. Ah oui, non, d'accord, je pensais qu'elle parlait du fait que c'était leur propre meute. What the fuck, non, c'est bon. Les vainqueurs se disputent souvent le butin, soit entre eux, soit avec d'autres animaux puissants comme les lions. Les hyènes tachetées sont très vocales et émettent une grande variété de sons, dont une sorte de rire qui a longtemps été associé à leur nom. Voilà, voilà. Donc en fait, les hyènes sont plus proches des chats
que des chiens, et les licans, eux, sont plus proches des chiens que des chats, du coup, sachant que les deux sont de toute façon assez proches. Du coup, c'est ça, quoi. Voilà. Du coup, je suis pas encore sûr d'avoir trop compris vraiment la différence. Enfin, qu'est-ce qui a fait qu'ils se ressemblent de l'évolution convergente, mais comment ça se fait qu'ils se ressemblent autant à part ça? Quelles sont les quatre principales espèces de hyènes? Quelle est la différence entre un lycan et une hyène? À cause de son pelage tacheté, de ses fines pattes et de ses grandes oreilles, le lycan a de faux airs de hyène, mais il n'appartient pas à la même espèce. Vivant en meute, les lycans sont des animaux sociables, mais surtout très protecteurs envers leurs petits. D'accord, donc en fait c'est vraiment juste pas ils ont la même gueule, mais c'est pas du tout la même chose. Il y en a un, c'est plus un chat et l'autre c'est plus un chien. Enfin, canidé félin, quoi. D'accord. Bon, alors revenons ici. Machin, la violence de la mise à mort, la loi du monde animal est ainsi faite. Non. Il faut arrêter de croire que la loi du monde animal, c'est manger ou être mangé, la loi du plus fort, c'est faux, hein. C'est une loi qui fait partie du truc, mais les espèces sont altruistes entre elles, hein, constamment, tout le temps, avec tout le monde. Enfin, pas constamment, c'est un comportement qui varie, mais voilà, les espèces collaborent entre elles, hein, toutes. C'est pas du tout la loi du plus fort, hein, qui prévaut. C'est d'abord la loi de la collaboration. Et au passage, il y a aussi une part d'égoïsme. C'est-à-dire que, bon, quand il y a moyen d'avoir un avantage supérieur qu'en collaborant, bon, bah, voilà, éventuellement, ça arrive que ça profite. Mais c'est tout. J'ai fait un TFH de 50 pages, donc un travail de fin d'humanité, donc un travail à la fin de mes secondaires de 50 pages là-dessus. Je peux vous dire que c'est pas les preuves qui manquent, hein. Les espèces passent leur temps à coopérer toutes les unes avec les autres, hein, sans parler des plantes, on ne le voit pas, mais elles passent leur temps à coopérer. Il y en a pas mal même qui ont évolué en coopérant l'une avec l'autre, ce qui a créé ni plus ni moins que la symbiose. C'est le concept même de la symbiose, hein. Donc voilà, la coopération est omniprésente, c'est pas du tout la loi du plus fort qui prévaut dans la nature. Elle est là, évidemment, parce qu'il y a la prédation. La prédation, c'est donc un prédateur qui s'attaque à ses proies. Ça existe, c'est un concept qui existe, et ici, on est clairement sur un prédateur. Mais les prédateurs ne sont pas tous des sales races, tout le temps. Ça, c'est juste nos biais à nous qui nous font dire ah, il a mangé machin, c'est pas gentil. Non, il a juste besoin de survivre, de se reproduire, et malheureusement, il n'a pas la possibilité de faire du lait à des vaches, quoi. Donc il faut bien qu'il bouffe. Il a évolué de manière à consommer d'autres êtres vivants, c'est tout. D'ailleurs, nous aussi, on en consomme des êtres vivants plein, même sans parler de la chasse, etc., hein. Voilà, nos cellules consomment en permanence des tas de trucs qui sont vivants, quoi, dans votre propre corps, donc c'est obligé. Il me semble que ça s'appelle hétéro et autotrophie, ça, mais je vais vérifier. C'est ça. Donc il y a les autotrophes, les plantes, qui peuvent créer leur propre source de bouffe à partir de la lumière, du soleil, et il y a les hétérotrophes, tout le reste. Basiquement tout le reste, hein, en dehors peut-être des champignons, qui vont. Et en plus, non, non, même pas. Non, non, les champignons dépendent des plantes aussi. Donc, bref. Donc, il y a les plantes et tout le reste, sauf quelques très rares espèces. Il y a, et ça, j'espère que je pourrai la faire passer la prochaine fois qu'il y a un mollusque qui passe dans l'émission. Il faudra que je pense à mettre ça parce que c'est très intéressant. Il y a une espèce de limace de limace de mer, je crois, qui peut ingérer, je me souviens plus exactement du nom spécial de l'organisme, donc c'est la partie de la cellule qui permet de faire ça, mais donc il avale une partie de la plante qui permet la photosynthèse. Et à partir de là, la limace est capable de produire, parce qu'elle avale cette partie-là, mais elle la digère pas. Vous, si vous mangez des épinards, vous ne pourrez pas faire de la photosynthèse, désolé. Elle peut. Cette limace, elle peut, parce qu'elle avale pas, elle digère pas les cellules, en fait, elle les absorbe.
C'est-à-dire qu'elle les garde à l'intérieur d'elle et après, son organisme est capable de s'en servir. Ce qui fait qu'en fait, la limace en question a besoin juste de manger une fois dans sa vie, à la naissance. Elle va croquer une feuille et après, elle produit une énergie pour toujours. Et c'est trop cool, c'est trop stylé. Enfin, des exceptions comme ça, il n'y en a pas 12 000. Hein, c'est extraordinairement rare. Globalement, tout ce qui ne fait pas de photosynthèse n'est pas autotrophe, c'est considéré comme hétérotrophe parce que ça a besoin. Ben, ça ne peut pas produire sa propre bouffe en fait. Donc c'est obligé d'aller la chercher ailleurs, chez ceux qui la produisent. D'où le fait que le règne animal, le règne du vivant d'ailleurs, hein, se constitue avec donc les plantes, puis les herbivores, puis les carnivores. Et plein d'autres petites exceptions qui sont sur les côtés. Mais enfin, globalement, les trucs se bouffent entre eux parce que c'est comme ça que ça marche. Voilà. Il y a ceux qui produisent la bouffe, ceux qui mangent la bouffe et qui du coup deviennent de la bouffe, et ainsi de suite. Donc voilà. Et donc fatalement, il y a obligation de manger les autres, tout simplement, mais pour survivre. Et comme la vie cherche à faire deux trucs, c'est survivre et se reproduire pour pouvoir mieux survivre, pour pouvoir transmettre ses gènes, globalement, il n'y a pas trop le choix, quoi. Donc voilà. Mais globalement, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, ne vous en veuillez pas d'être un organisme qui a besoin de se nourrir d'autres organismes. Je comprends totalement la volonté des véganes, bravo à eux, mais voilà, venez pas shamer des gens sous prétexte que, genre, soyez pas extrême, quoi. Si les gens n'ont pas envie de devenir véganes, laissez-les tranquilles, c'est pas en les forçant qu'ils vont le devenir. Mais euh, voilà, il faut se responsabiliser par rapport à ce qu'on mange. Là, je suis d'accord. Mais voilà, arrêtez de manger parce que c'est pas, enfin, arrêtez de manger des espèces vivantes parce que c'est pas bien. Enfin, je sais pas, vous faites partie du monde vivant, quoi. C'est normal. Il faut réguler, faut faire attention à comment on bouffe ce qu'on bouffe et en quelle quantité. Et ça, c'est à l'humanité de se responsabiliser. Et donc, tous les gens qui consomment, normal. Enfin, même les véganes mangent des formes de vie, hein, tous. On peut pas juste décider de. Ou alors vous. Enfin, on est sur Twitch, donc il y a des trucs que je peux pas dire, mais voilà. Ou alors vous trouvez un moyen de sortir de ce cycle sans fin de consommation de l'autre. Je connais pas 36 moyens. Voilà, donc soit vous sortez définitivement du cycle de la vie, soit vous restez dedans et vous êtes un minimum obligé de faire, bah, de fonctionner, quoi, simplement. Donc voilà, globalement, manger, c'est bien, manger, c'est bien, manger, c'est mieux. Manger responsable, enfin de façon responsable et correctement, et voilà. Mais, euh, mais manger quand même, en fait, pitié. Donc voilà. Euh, voilà. Ouais. Donc, voilà. Ça, c'était pour l'hétérotrophie et l'autotrophie. Donc voilà, il y a des animaux, il y a des espèces qui peuvent créer leur propre source de bouffe et d'autres qui peuvent pas. Malheureusement, on fait partie de ceux qui peuvent pas. Donc voilà, c'est pas parce qu'un prédateur survit en mangeant d'autres trucs qui sont vivants que soudainement ça devient un connard. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà, il y a juste des fois où la vie n'a pas le choix et voilà. Ça, c'est juste les biais dans notre tête qui nous font imaginer que c'est des mauvaises personnes, des mauvais gens. Non, c'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, je dis personne, je parle des animaux, des espèces en général. Hein. Donc voilà. Mais donc la loi du plus fort n'est pas la loi qui prévaut. C'est une loi importante pour le fonctionnement de la vie, c'est vrai. C'est pas la loi la plus importante. Elle prime pas sur la loi de la survie, de l'altruisme, etc. Tout ça, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Toutes les espèces collaborent entre elles, vos cellules collaborent entre elles pour vous permettre de digérer correctement, pour vous permettre de respirer de l'oxygène. Les plantes et les champignons coopèrent pour pouvoir survivre ensemble. Voilà, les chats et les humains coopèrent pour pouvoir survivre aussi. Tout coopère tout le temps. Il y a beaucoup plus de coopération longue durée omniprésente dans la nature d'observable, même si on la regarde pas, enfin on la regarde mais on la voit pas, que de lois du plus fort. Hein. Moi, de mes observations, les espèces donnent énormément plus que ce qu'elles prennent.
Alors, elle récupère beaucoup en retour, mais voilà. Parfois, ça marche pas. Effectivement, c'est un pari. Parfois, ça marche pas, mais bon. Et donc là aussi, il faut arrêter d'imaginer que les humains sont les seuls à être altruistes, hein. C'est de la douille. D'ailleurs, on n'est pas altruiste. On est altruiste au sens biologique comme toutes les autres espèces, quoique j'ai l'impression qu'on a tendance à l'être moins. Mais bon, c'est aussi un biais. Et voilà. Mais au sens philosophique du terme, vous avez le droit de croire ce que vous croyez, mais moi je crois clairement que l'altruisme philosophique, ça n'existe pas. Voilà, le je donne dans l'espoir, sans avoir le moindre espoir de recevoir quoi que ce soit, juste parce que je suis sympa, ça n'existe pas, hein. Ce n'est pas possible. Même, c'est même pas permis par votre cerveau. Vous faites les choses par intérêt, même par intérêt minime, hein. Mais vous faites les choses par intérêt. Quand vous donnez un coup de main à votre pote, c'est d'une part pour aider votre pote parce que ça vous tient à cœur, donc vous avez un avantage à le faire. Et aussi pour vous sentir bien, parce que vous êtes son pote, donc vous devez l'aider, parce que sinon vous êtes une merde en fait. Donc voilà, là, je schématise le raisonnement de votre cerveau. Ça veut pas dire que vous devez obligatoirement aider votre pote, hein. Si votre pote est une merde, ne l'aidez pas, il le mérite. Mais enfin, il mérite d'aller se faire foutre. Mais voilà, c'est ça que je veux dire, quoi. Mais donc l'altruisme, déjà, c'est relatif. Et surtout, toutes les espèces ne sont pas bonnes ou mauvaises, et voilà quoi. Et c'est pas parce qu'on est sur un carnivore que c'est forcément une sale race. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que les requins sont des sales races, parce qu'ils me terrifient, mais c'est un biais. Les requins, c'est juste des. C'est pas tous des prédateurs déjà, et ce sont des prédateurs. Ils existent, c'est comme ça, ils sont pas moins dangereux que nous. D'ailleurs, enfin, ils sont pas plus dangereux que nous, d'ailleurs, ils le sont même nettement moins, et ils tuent extraordinairement peu. Donc bon. Mais je les supporte pas quand même. Donc je parlais de celui-ci, les hyènes tachetées. Pourquoi on était sur les hyènes? Parce que ça se ressemblait. Pourquoi j'ai gardé cette page-là? Le poisson Goliath. Je m'en fous. Pourquoi tu me parles de ça? Ah oui, non, faut que je change la page, je crois. Ah non, vous étiez déjà sur la bonne. Mais oui, tout à fait. Bon, ça peut ouster. Ok, nous y revoilà. Les loups ne mordent pas. Enfin, les dholes ne mordent. Contrairement aux loups, les dholes ne mordent pas à la gorge, ils éviscèrent les couillons. On pourrait néanmoins ajouter que l'homme est sans doute le plus cruel, contrairement aux animaux, il tue pour le plaisir, rarement pour se nourrir. Bon, ça commence à dater un petit peu comme... mais bon, oui, c'est en partie vrai quand même. D'accord. En montagne, le Dol fait preuve de ruse. Il peut acculer un bouquetin au bord d'un précipice et attendre que l'animal y tombe sous l'effet de la panique. Il les accule aussi dans la flotte, on a dit. Seconde technique, plus subtile, elle consiste à diviser la meute en deux groupes. Le premier lève le gibier et rabat la proie vers le second groupe. Le dernier est posté à l'orée de la forêt et se charge de couper la retraite de l'animal à l'animal affolé. En gros, on rabat la proie, sauf que vers là où la proie fonce, on a une série de gardiens qui sont à la sortie de la forêt, quoi, qui l'attendent. Et du coup, le truc se fait sandwicher après, c'est super. Chaque groupe communique, chaque groupe communique avec l'autre en émettant de courts sifflements. Reproduction, la saison d'accouplement se déroule généralement de novembre à avril. Dans une meute, seule la femelle dominante a le droit de se reproduire. Cela permet... Ben, c'est pas vrai. On a lu tout à l'heure que c'était pas vrai. Qu'il y avait plusieurs femelles qui étaient là pour la reproduction. Donc c'est pas vrai du coup. Allez, cela permet une parfaite régulation du taux de naissance au sein de la meute. Alors c'est comme ça que ça marche chez les loups, je crois, mais là je suis pas sûr, hein. Avec une période de gestation de 63 jours, la femelle met au monde une portée de 1 à 12 petits. Tous les membres du groupe participent à l'éducation des nouveau-nés jusqu'à leur maturité vers l'âge d'1 an. Comportement composé d'une dizaine d'individus en moyenne. Bon, ça fait beaucoup de généralités ici, j'ai l'impression déjà, hein. Ça parle pas des lieux, tout ça, le cri, les menaces, bon, ça on l'a déjà vu. Bon, le site était globalement sympa jusqu'ici, mais là, je veux plutôt vous dire de prendre ce qui est écrit avec des pincettes, hein. Alors, machin, classé parmi les espèces menacées, et également en tant qu'espèce en danger. Ah oui, effectivement, il est sur la fin de la liste, là, il commence à être, là, ça commence à être un peu tard, quoi. Le Dol souffre actuellement de maladies importées telles que la rage, qui cause d'énormes dégâts parmi les populations.
On a observé que certaines sous-espèces disparaissent totalement sans qu'on sache pourquoi. Sa survie est favorisée dans les espèces protégées où il bénéficie parfois de la protection accordée aux tigres, en particulier en Inde, dans plusieurs pays et dans d'autres, et depuis plusieurs années, il est désormais interdit de le chasser. Malgré cette relative protection, il continue d'être braconné par plusieurs connards. N'oublions pas que, contrairement à l'homme, le dol chasse pour se nourrir et pas pour le plaisir. Mesures de conservation. C'est un animal protégé sur presque toute son aire de répartition en Inde. Il est protégé en vertu de l'annexe 1 de la Wildlife Act datant de 1972. La chasse de ce canidé est également interdite en Russie depuis 1974. Cependant, les empoisonnements subis par les loups gris dans le pays portent atteinte également aux populations résiduelles du dol. En Inde et au Népal, le dol est protégé dans de nombreuses réserves de tigres, ce qui a contribué à maintenir son bastion dans le sud de l'Inde. Au Cambodge, le dol est un animal également intégralement protégé de toute chasse. Au Vietnam, le dol est protégé par le décret machin et la modification du décret de truc dans la catégorie qui délimite un quota de chasse annuel. On peut le chasser, mais seulement pendant un moment, quoi. Le dol est également, c'est pas assez, hein, mais c'est toujours ça de prix. Le dol est également répertorié dans la catégorie 2 des espèces protégées en vertu de la loi Truc sur la protection de la faune chinoise de 1988. En Inde, le projet Tigre arrive à faire maintenir les populations de dol où ceux-ci cohabitent avec le tigre, alors qu'en Indochine, aucune mesure de protection n'a été mise en place pour sauver l'espèce. On s'en fout apparemment en Indochine, hein, c'est un OSEF sur 20. Il y a moins de 110 dholes vivants en captivité, et bien que le taux de reproduction soit bon, il y a peu de chances que les sous-espèces de dholes puissent être conservées vu qu'elles sont déjà largement métissées. En gros, on les fait se reproduire, mais avec des trucs qui sont pas cette espèce-là. Donc c'est déjà plus. Enfin, il y a déjà eu de l'hybridisme, quoi. Si je comprends bien ce que ça veut dire. Bon, après, le propre de la vie, c'est de se reproduire avec différentes choses relativement proches pour pouvoir donner plein de variétés et quand même conserver une base génétique commune. Donc voilà, rappelez-vous qu'on est tous cousins, hein. Donc ce n'est pas forcément une mauvaise chose, simplement si vous voulez garder spécifiquement cette espèce-là, ce qui en vrai n'est pas spécialement productif, c'est pas conserver une espèce qu'il faut faire, c'est sauver la vie de telle espèce qui en a demandé. Bon, voilà. Si vous voulez conserver cette espèce-là précisément, bon, c'est un petit peu tard, quoi. Le dol est l'unique représentant du genre Quan. Par exemple, non, par contre, l'espèce est composée de 8 sous-espèces, dont une aujourd'hui est éteinte. On a Alpinus, Adustus, Fumosus, Hesperius, Laniger, Lepturus, sumatrensis et Major qui est décédé, qui a disparu quoi. Saviez-vous que le dol peut émettre des sons vocaux extraordinaires comme glousser comme un poulet ou encore miauler comme le chat? C'est une espèce bien distincte depuis plusieurs millions d'années. Bon, dentition unique dans la famille des chiens parce qu'il est des molaires en moins. Le dol est un excellent nageur. Il profite souvent de cet avantage pour conduire ses proies dans l'eau. En danger, oui. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le dol. Alors, ils ont dit une connerie tout à l'heure sur ouais, désolé, je vais vous faire gerber. Sur la reproduction des femelles. J'aimerais bien en savoir plus là-dessus. Je suis très intéressé. Non. Attendez, il faut que je vous change de... Ouais, parce que sinon ça va pas le faire. Non, je peux vous laisser là, hein. Oui. Je vais partir ici et regarder ça ici. Reproduction. Oui. Voilà. Reproduction. Femelle. La femelle Meba machin, en effet, s'il existe un couple dominant, certaines autres femelles possèdent un statut suffisamment élevé, peuvent aussi se reproduire. Ah, donc il semblerait qu'il y ait quand même un couple dominant. Enfin, il n'y a pas une domination, mais il y a un couple dominant. C'est encore la nuance, quoi. C'est pas comme les loups où c'est le couple dominant décide de tout, et voilà. Ici, il y a des avantages partout. Ici, c'est plus la femelle du mâle, on va dire alpha, a quand même la prio pour ce qui est de la reproduction, en tout cas. Mais d'autres femelles de haut rang, qu'est-ce que c'est le haut rang? Je sais pas.
vont pouvoir quand même se taper le mal. Donc c'est quand même un genre de harem en fait, hein, finalement. Jusqu'à une dizaine de chiots par portée, waouh! Mmh. Donc voilà, je trouve pas grand-chose. Si je mets harem, je vais tomber sur les trucs. What makes a doll? Mmh. Non, ça c'est un primate. C'est pas exactement ce que je cherche. Mmh. Moins de 3000. Moins de 3000 dollars. Voilà. La population totale en 2015, recensée par l'IUCN était, donc totale mondiale, était de entre 4 500 à 10 500. Sacrée fourchette quand même. Heu, enfin donc ça fait vraiment pas beaucoup, quoi. Pour vous donner un exemple, hop là, l'ours polaire dont on sait, ou en tout cas dont vous devriez savoir qu'il est extrêmement menacé, était en 2015 recensé à 20 000 individus. Donc c'est vraiment, la merde, quoi. Il est encore plus en danger que l'ours polaire, dont on sait déjà que c'est chaud pour son cul, donc voilà, c'est en 2015 en plus, donc là je sais pas exactement ce que c'est devenu, mais ça a pas l'air fun. Sinon, je ne vois pas grand-chose sur la reproduction avec les femelles. Alors Wikipédia, donc ça vaut ce que ça vaut, dit que on s'en fout, je m'en fous. Contrairement au loup, plus d'une femelle peut se reproduire si sa place dans la hiérarchie le permet. Elles élèvent leurs jeunes en commun. Cet animal évite les territoires où l'être humain est présent et est difficile à observer. Il est pas con, quoi. Chasse des ongulés, donc les machins à sabots dont on a déjà parlé dans d'autres lives. Ou des animaux plus petits, des fruits, des végétaux. Oui, les végétaux, les fruits, c'est des végétaux. Donc toujours effectivement classé en danger. Euh, En danger, ça se situe là, pour vous donner une idée, à droite. Voilà, c'est pas exactement fun, hein. Il est clairement menacé. Donc c'est bien la merde. On sait qu'il est présent essentiellement à l'est du monde. Pratiquement pas ailleurs en fait, hein. Voilà. Euh, Et encore, tout ce qui est en rose, c'était une présence détectée dans un passé proche. Donc en fait, vous prenez l'Asie, vous la coupez en deux, hein. Là, la grosse trace rose que vous voyez sur le dessus, en fait, tout ça, on savait qu'il y en avait, mais là maintenant, on ne sait pas. Par contre, là où on sait qu'il y en a, c'est toute la zone rouge foncée en bas, donc pratiquement que dalle. Et on suppose qu'il y en a dans la zone verte. Voilà, c'est super. C'est que dalle, effectivement. Voilà quoi. Ces populations sont en diminution et estimées aujourd'hui à moins de 2500 adultes. Les facteurs contribuant à ce déclin sont la déficience de l'habitat, la raréfaction des proies comestibles due à la concurrence avec d'autres espèces, donc pas avec le tigre dont on a déjà parlé, etc., mais plutôt avec bonjour. L'extinction progressive provoquée par la prédation d'autres variétés animales et le transfert de maladies par les chiens domestiques, la rage donc. Voilà, voilà. C'est super. Bon.
Pour les femelles, je sais pas, voilà, démerdez-vous. Il semblerait, même si tout le monde a pas l'air d'être d'accord déjà sur le nombre de populations qu'il y a là-dedans et de combien par combien ils vivent en groupe, tout le monde a l'air de plus ou moins y aller un peu de son de voilà quoi. Donc partez du principe que, voilà, il est fort probable que plusieurs femelles puissent se taper, puissent se reproduire. Après, est-ce que c'est avec le mâle alpha? Est-ce qu'il y a un mâle alpha? Est-ce que c'est un harem? Est-ce que c'est un harem ouvert? Est-ce que c'est un harem, privatisé par le mâle? Je ne sais pas. Ça, j'en sais rien. Mais voilà, sachez que ça a l'air d'être un truc un petit peu ouvert. Donc voilà. Et puis c'est ça pour le dol, quoi. Voilà. Moi, je reviens bientôt, heu, potentiellement demain. Voilà. Et voilà, je vous laisse là. Salut!